Bonjour et bienvenue dans notre podcast La tête à l'envers pour parler de l'autisme au travail. Avec moi pour aborder ce sujet, Virginie, Bonjour. co-dirigeante de l'entreprise Terranis, a accepté d'être interviewée. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci. Virginie, tu es une professionnelle connue et reconnue et tu souffres d'un trouble du spectre de l'autisme, qui est le terme officiellement employé par les médecins. Et j'avais vraiment très envie de faire partager tes connaissances et tes expériences pour sensibiliser ce monde du travail à l'autisme. C'est très gentil, je te remercie. Et d'ailleurs, ça s'est vu tout de suite. Je ne savais pas à quel moment il fallait dire bonjour. Donc je me suis dit, c'est là, non, c'est pas là. Bon, voilà, je l'ai quand même dit 2 fois au cas où, comme ça c'est passé. Et donc, justement, parle-moi un peu de toi, qu'on te connaisse, et de ton métier aujourd'hui. Alors, je suis une femme de 40 ans, maman et belle-maman de 3 enfants, mariée, dirigeante d'entreprise. Voilà, donc ça, rien que pour faire cette petite ligne-là, il faut déjà que je travaille. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me présenter. En principe, c'est mon mari qui fait ça, donc ça m'arrange bien. Mais donc voilà, si j'ai pu me résumer comme ça en une phrase. Et donc nous voilà déjà au cœur du sujet, puisque sur une question simple et qui peut passer pour une question banale, pour toi, c'est loin d'être si simple de parler de toi et de te présenter. Voilà, c'est un exercice assez difficile. C'est quelque chose qu'on apprend et que j'apprends encore. Mais qui est utile pour entrer en communication. Oui. Donc c'est vrai que c'est la base. Donc j'apprends déjà la base pour entrer en communication avec les gens. Mais c'est un exercice. Et ça va être tout le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Et puisqu'on parle de l'autisme, selon toi, oui. Comment essayer de définir l'autisme ? C'est un sujet vaste. Oui, d'ailleurs ils ont regroupé tous les termes Asperger, autiste dans la TSA, ils appellent ça, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est vraiment différent d'une personne à une autre, en intensité. Alors c'est vrai que ça repose sur 3 handicaps. La communication, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, la première chose assez difficile chez un autiste. Le contact visuel, le langage verbal, non-verbal. Tous les autistes ne s'expriment pas forcément oralement. Il y a aussi les interactions sociales. Donc ça, c'est plus la compréhension, les émotions. Il y a des autistes qui ont beaucoup de mal à comprendre les émotions des gens, à lire les émotions sur les visages, à comprendre les interactions sociales. Et puis aussi le comportement qu'on retrouve beaucoup chez les autistes, avec des gestes stéréotypés, plus ou moins visibles, il y en a c'est très visible, d'autres moins, des intérêts spécifiques. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et puis qui peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. D'accord, et peut-être que tu as à nous communiquer quelques chiffres pour parler de l'autisme. Oui, alors les chiffres sont en cours de... on sait donner des chiffres, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas encore vraiment à identifier tous les autismes, surtout les autismes comme moi. Chez les femmes, c'est d'autant plus invisible. Mais on a quand même déjà des chiffres. 700 000 personnes auraient un trouble du spectre autistique. En gros, un enfant qui naît sur 100, donc c'est quand même 1% d'enfants qui naît avec un trouble du spectre autistique. Plus de garçons que de filles pour l'instant. Alors pareil, est-ce que c'est parce qu'on identifie moins les filles que les garçons ? C'est beaucoup plus visible chez les garçons. Donc on serait sur un ratio de 4 garçons pour une fille pour l'instant. Et puis voilà ce que je peux dire en moyenne. Et puis après, bien sûr, il y a sur la déficience intellectuelle, parce qu'il y a des autismes plus ou moins sévères. Donc on estime que 55% des personnes avec TSA n'ont pas de déficience intellectuelle. Ils peuvent avoir même des capacités hors normes ou un QI assez élevé. Donc ça fait un autiste sur 2. Et ce qui nous amène du coup à parler de l'autisme dans le monde du travail. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'accès à l'emploi des adultes autistes ? Alors l'accès à l'emploi pour les adultes, c'est très compliqué. Ça devrait même commencer à la scolarité, parce que la scolarité est quand même assez compliquée déjà chez les enfants autistes. On sait que c'est des enfants qui ont du mal à suivre une scolarité, qui vont ne pas pousser d'ailleurs leur scolarité très loin, donc pas aller forcément vers des études qui les plairaient ou une orientation qui leur plairait.
Et après, une fois ce diplôme ou cette orientation trouvée, trouver un emploi, ça reste difficile parce que déjà la première étape, c'est le recrutement. Et alors là, voilà, recrutement pour un autiste, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve face à une ou voire plusieurs personnes et tous nos handicaps sont bien mis en lumière. Là, pour le coup, les problèmes de communication, les questions ouvertes comme présentez-vous, c'est quelque chose de très difficile. Donc c'est vrai qu'un entretien d'embauche avec un autiste se prépare. D'accord. Et toi, est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours d'études et ton parcours professionnel? Alors moi, du coup, j'étais pas très fan de l'école. J'aimais bien, mais voilà, j'avais plus la tête ailleurs, donc c'était pas trop mon truc. L'environnement me plaisait pas, j'avais beaucoup de mal, voilà, j'étais pas seule, mais c'était pas un endroit qui... J'avais hâte de travailler. Donc à partir de 16 ans, c'est vraiment, je voulais travailler. Mes parents ont bien fait le forcing pour que je fasse quand même des études, que je rate pas l'école. Donc du coup, j'ai suivi par dépit un BEP secrétariat, après j'ai fait un bac pro secrétariat, un BTS assistante de gestion. Du coup, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai pu travailler chez mon père, donc il avait une petite entreprise donc dans ce domaine-là. Et puis après, je m'y suis quand même bien plu, parce que la structure étant assez petite, ça me convenait bien. Donc du coup, j'ai évolué comme ça, et jusqu'à reprendre l'entreprise avec mon mari, il y a 7 ans. Donc, à 7 ans, tu reprends l'entreprise. Donc, tu nous as expliqué là de tes 16 ans jusqu'à cette entrée dans le monde du travail, jusqu'à reprendre l'entreprise avec ton mari. Donc, tu as eu ce parcours. Et avec le regard que tu as aujourd'hui sur l'emploi, selon toi, quelles sont les difficultés pour un autiste pour maintenir un emploi? Puisque s'il passe la barrière du recrutement avec, tu disais, toutes ces difficultés de l'interaction, de parler de soi, il est en place. Et ensuite, comment maintenir pour lui? On se rend compte quand on est autiste, qu'avoir des capacités, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut être très bon pour un emploi si en face, on n'a pas un minimum d'interaction sociale avec nos collègues, avec notre supérieur, ou qu'on participe pas à certains échanges avec le monde de l'entreprise. On se rend compte qu'on est vite cloisonné, on est vite... on n'évolue pas, c'est assez compliqué. Donc du coup, pour rester dans l'emploi, s'il n'y a pas un aménagement et des choses quand même qui sont faites pour maintenir l'emploi, c'est très compliqué. Moi, en fait, j'ai été diagnostiquée très tard, il y a 2 ans, suite d'ailleurs à un burn-out, parce que je ne savais pas que j'étais autiste. Et effectivement, j'ai eu une surcharge, une fatigabilité qui a entraîné ce burn-out. Et donc, ça s'explique assez facilement parce qu'en fait, on fournit beaucoup d'énergie, on fournit beaucoup d'efforts pour s'adapter, pour communiquer, et on s'épuise. Et donc, si on n'a pas mis en place certains outils, c'est vrai que c'est compliqué de faire face à tout ça. Donc, tu veux dire qu'effectivement, si certains n'ont pas pu identifier des choses à mettre en place, des ressources, ça peut les amener à rompre avec cet emploi. Déjà parce qu'on a la fatigabilité, et puis aussi on a nos supérieurs qui vont pas forcément, ou nos collègues qui vont pas forcément apprécier, surtout les supérieurs, parce que si on ne sait pas se sociabiliser avec les autres, on ne fait pas partie du groupe, et voilà, il y a une espèce de distance qui s'installe. En réunion, on ne va pas forcément participer comme les autres. À la machine à café, on ne va pas échanger avec les autres. Donc c'est vrai qu'on se met à l'écart, ça c'est certain. Donc ça ne nous favorise pas le maintien dans l'emploi ou la continuité dans l'emploi. Je comprends, mais alors du coup, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton métier et dans ton quotidien, puisqu'on parle de ressources, de moments, d'une forme de vigilance aussi? Voilà, quels sont peut-être les outils que tu peux partager La chose qui m'a été la plus utile, c'est le télétravail. Parce que le télétravail qui est arrivé là, ces dernières années, qui a beaucoup changé la vie de tout le monde d'ailleurs, de tous les salariés, c'est vrai que ce télétravail, ça m'a permis de fractionner mes journées, c'est-à-dire d'avoir une vie sociale, parce que je suis en télétravail l'après-midi, donc d'avoir une vie sociale le matin, de mettre beaucoup d'énergie dans les échanges, parce que j'ai beau être autiste, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup rentrer en communication avec les autres. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Donc j'en ai besoin, mais par contre, ça me fatigue aussi beaucoup.
Donc le matin, je suis avec mes équipes, je suis avec plein de monde dans l'entreprise, j'échange beaucoup. Par contre, l'après-midi, là, c'est un temps pour moi où je travaille seule. Et je peux à ce moment-là retourner un petit peu dans un espace calme, posé, où je suis seule avec moi-même et je peux redescendre la pression. Ce qui me permet en plus le soir, comme j'ai des enfants, de retrouver une certaine énergie avec ce moment de pause. Donc tout ça, c'est des choses que tu as su identifier et mettre en place après ton burn-out ? Oui, parce que après mon burn-out, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le travail. J'avais une aversion pendant quelques temps pour le travail, c'était trop compliqué. Donc j'ai repris 2 demi-journées par semaine, et puis après 3, et après effectivement l'envie et le travail m'a de nouveau animée, donc ça c'est revenu. Mais j'ai compris qu'il fallait aussi que je puisse avoir des moments de pause, de calme, pour me ressourcer. Parce qu'une journée complète dans un open space, 5 jours dans la semaine, c'est carrément pas possible. Ça, je sais que je ne pourrais pas tenir. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que pour une personne autiste, au travail, la machine à café, c'est compliqué, les réunions, ça peut être plus compliqué. Et pour autant, toi, tu évoquais ton goût pour l'échange et pour être avec des gens. Oui. Est-ce que ça, dans ton quotidien, il y a des choses que tu as mis en place par rapport aux réunions, par rapport aux machines à café ? Alors, je ne ferai jamais de pause café. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui revient tout le temps chez les autistes, la pause café. C'est vrai que c'est une question, mais je ne sais pas, qui est très difficile pour nous, parce qu'en fait, alors c'est vrai qu'à la pause café, on a souvent tendance à parler de ce qu'on a vu la veille, des sorties qu'on a fait, enfin des choses comme ça, des petits bouts de vie qui pour un autiste sont pas compréhensibles. C'est-à-dire qu'on porte pas de jugement, ça c'est intéressant, pas intéressant, c'est que on comprend pas la nécessité d'échanger sur ce sujet-là ou sur ces sujets-là. Par contre, moi dans l'entreprise, j'adore échanger avec mes collègues, avec tout le monde, mais pas autour d'un café. Ça va être dans un échange après avoir travaillé sur quelque chose. Enfin, c'est dans une autre dynamique. C'est-à-dire que faire une pause pour parler, je ne pourrais pas. Donc c'est vraiment certains sujets où ça demande un petit effort, c'est vrai. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc ce que j'entends, c'est qu'aussi demain, les entreprises qui ont des collaborateurs autistes ont simplement à accepter que à la pause café, cette personne ne viendra pas et que c'est pas par manque d'intégration ou manque d'intérêt, que c'est simplement quelque chose qui ne lui parle pas. Exactement, parce qu'en fait, moi j'ai un gros souci dans ma communication, par exemple, moi en ce qui me concerne, c'est je sais jamais à quel moment, tu vois, comme tout au début, je sais jamais à quel moment on intervient dans une communication. Donc quand on est à la pause café et que quelqu'un va me raconter, par exemple, j'ai été voir un film et tout, je sais pas à quel moment je dois montrer de l'intérêt, ou est-ce que moi je dois parler de ce que j'ai vu, est-ce que je dois donner mon avis ou pas. En fait, j'ai pas les codes pour discuter. Donc ça me semble tellement compliqué que je fuis ça. Par contre, au détour de, je sais pas, d'une fin de réunion, quelque chose, quelqu'un me dit sur le coup quelque chose, hop, je vais rebondir et ça va m'intéresser. Mais si je me mets la pression en me disant, je fais une pause, il faut que j'écoute et tout, là, les mécanismes de la communication, comme je les ai pas, ça me paraît tout de suite compliqué. Donc on s'intéresse beaucoup à la vie des autres et on a beaucoup d'empathie pour les autres, mais c'est juste la communication, on ne sait pas comment la mener. Et je me souviens qu'une fois, tu m'as expliqué aussi cette facilité à analyser les choses, cette rapidité à analyser les choses, puisque tu perçois plus de signes que la majorité des gens. Et que dans ta communication, ça peut se ressentir, parce que lorsque tu interviens, ça peut paraître rapide, voire brutal pour la personne qui entend. Et même couper la parole. J'essaye d'ailleurs là de pas, parce que c'est vrai qu'on a envie de parler très vite, ou on a beaucoup de mal à se cadrer, à parler, prendre le temps, à pas déborder, et puis à pas couper la parole. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, parce que pouf, moi ça vient, il faut que je le dise tout de suite. Mais je sais que ça ne se fait pas. Donc tout ça, mais ça devrait être un automatisme en fait chez les neurotypiques. C'est un automatisme. On acquiert ça quand on est petit, on nous l'apprend, non, on ne coupe pas la parole, et puis voilà, à l'âge adulte on le sait quoi. Moi, à 40 ans, c'est vrai que je me contiens encore pour pas couper la parole, pour laisser le temps de parole, pour... c'est pas un automatisme.
Et d'ailleurs, pour toi aujourd'hui, quel est le plus grand défi que tu aies à relever dans le cadre de ta mission et comment tu le surmontes? Alors le défi principal, c'est la communication pour moi. Parce que j'ai pas vraiment de gestuelle voilà, qui ferait remarquer que j'ai un autisme. J'ai une communication qui paraît assez fluide pour mes interlocuteurs, parce qu'en principe, on ne s'en rend pas compte, on pense que je suis réservée, voilà. Mais la communication est un gros travail, est un gros défi pour moi, parce qu'il faut vraiment que je rentre en communication avec les autres, de par mon travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai un mari qui adore parler. Et qui co-dirige avec toi. Qui co-dirige avec moi. Donc, en fait, vu que on est un binôme dans le travail, lui, il a toujours cette partie où il sait très bien se présenter, où il arrive, il sait présenter les choses et tout. Donc, il mâche un peu le travail. Et moi, j'arrive après avec ce soulagement de me dire... Bon, ça y est, l'introduction, elle est passée. Là, je suis dans l'essentiel de mon sujet. Je peux y aller. J'ai pas besoin, en fait, de me poser trop de questions sur la tournure de la conversation, du rendez-vous, parce que je sais que lui, il sait faire l'entrée, le début, jusqu'à la fin. Il saura clôturer. Enfin, voilà. Il sait mettre les formes quand moi, je mets le fond, en fait. C'est ça. Donc ça m'aide beaucoup. Très bien. Et d'ailleurs, lui perçoit ton trouble autistique comme une force. Oui. Et ça a été un grand soulagement pour moi parce que quand j'ai compris que j'étais autiste, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur parce que autisme égale handicap. Donc ça fait beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas du tout le monde de l'autisme, on se dit « Ah ouais, j'ai ça quand même, c'est bizarre ». Et du coup, lui, quand j'ai commencé à lui en parler donc assez vite, il m'a dit c'est super en fait, t'es unique, t'as quelque chose, une particularité. Dans ce monde où tout le monde veut avoir quelque chose d'unique, toi tu l'as. C'est génial, profites-en, fais quelque chose. Toi qui as toujours voulu t'engager, engage-toi dans cette voie-là. Donc c'est vrai que ça m'a soulagée qu'il le voit comme ça. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit en fait il n'y a pas de problème puisque moi je le vis bien. Si je mets en place les choses pour me sentir bien, finalement... tout va bien. Donc, dans ce que j'entends, c'est que tout est possible et que dans une entreprise, des personnes autistes peuvent vraiment trouver leur place, que ça peut passer aussi par une connaissance de ce qu'est l'autisme. Oui, je pense que la première chose, c'est la connaissance. C'est-à-dire que d'une manière générale, je pense que dans le monde du travail, parce qu'il n'y a pas que ce handicap, il faut s'ouvrir vraiment au handicap, aux personnes handicapées, parce que la majorité des handicaps sont invisibles. Donc il faut vraiment avoir cet état d'esprit de se dire mais chacun a ses ressources, ses qualités, et ok, il y a cet handicap, ces aménagements à faire dans le travail, mais de l'autre, c'est quand même souvent des personnes qui en donnent beaucoup plus. Donc pour moi, c'est des pépites. Alors ok, il y a un gros aménagement par rapport à ce qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses à recevoir de ces personnes-là. Et donc, justement, tu dis qu'il y a des choses à savoir. Quelle info on peut partager avec des recruteurs sur les qualités d'un autiste? Et puis peut-être les pistes aussi pour une personne autiste qui entre dans cette jungle de l'emploi. Alors les qualités des autistes, je veux dire qu'il y en a plein. Parce que c'est vrai qu'autant on a peut-être un trouble de la communication, autant je trouve que les qualités que les autistes ont, mais c'est des qualités qu'on cherche chez tous les meilleurs amis. C'est la loyauté, c'est la fidélité, moi j'ai beaucoup d'empathie. Après, la liste elle est longue, la pensée originale, c'est-à-dire qu'on est quand même souvent créatif. On a tendance à mettre beaucoup... moi j'ai beaucoup observé parce qu'il fallait que je m'adapte. Donc j'ai une bonne connaissance quand même, une bonne perception des gens, une grande intuition. Donc voilà, la créativité, l'originalité... la rigueur aussi, la loyauté, la fidélité, ça c'est aussi très important pour un employeur parce qu'on est des gens, on s'investit beaucoup et puis on a envie de faire plaisir, on a envie de bien faire, c'est très important pour nous de bien faire notre travail. Et donc demain, une personne ou une personne autiste qui écoute ce podcast, quelle piste tu peux partager avec lui pour lui qui veut entrer dans le monde du travail? Alors bien s'entourer. Parce qu'en fait, quand il nous manque quelque chose, il faut aller le chercher chez les autres, en fait.
Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Ce que je savais pas faire, soit j'essayais de l'apprendre, et si c'était compliqué, c'est de trouver les personnes qui ont les ressources pour pouvoir m'aider. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'humain a vraiment un fond à aider les autres. Alors, c'est pas pour être utopiste, mais il y a vraiment chez l'humain quelque chose de bon. Et en fait, je pense que, hormis le fait de bien apprendre de ce handicap, de bien expliquer aux gens ce qu'est l'autisme dans le monde, dans l'entreprise, c'est aussi avoir des personnes ressources. On dit des job coaching, enfin des gens qui sont là dans l'entreprise pour une personne qui va accueillir par exemple la personne autiste pour lui expliquer certaines choses qu'il n'aurait pas vues, pour faire le lien entre les salariés et lui, donc vraiment essayer de chercher les ressources chez les autres. Souvent on peut trouver les réponses ou l'accompagnement chez d'autres personnes. Et est-ce qu'il y a des personnes, enfin, ou des organismes un peu spécialisés ou... Le Pôle emploi, déjà. D'accord. Il y a le Pôle emploi qui met en place ça. Donc pareil, un accompagnement plus spécifique pour les personnes qui ont un besoin plus spécifique. Donc ça, c'est bien. C'est un accompagnement qui va être différent. Donc du coup, c'est vrai que un entretien avec une personne autiste, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des questions ouvertes, il faut des questions plus précises. Il faut peut-être pas forcément attendre que cette personne vous regarde dans les yeux, mais ne pas se choquer de ça, parce qu'en fait, c'est pas un manque de respect, c'est parce qu'on fonctionne comme ça. Donc, toutes ces petites choses, une fois qu'on le sait, ça permet de s'adapter, de mieux comprendre, et voilà, que la personne autiste soit en confiance aussi. Donc, et après, il y a de plus en plus de plateformes d'emploi pour les autistes, parce que c'est vrai qu'on a ce petit œil précis sur certains domaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autistes dans les milieux informatiques, tout ça, mais moi je pense qu'on peut vraiment élargir. Les autistes ont beaucoup de potentiel pour faire travailler dans plein d'emplois. Ils sont très créatifs, donc il ne faut pas fermer la porte. Il faut vraiment aller... on aime quelque chose, il faut y aller. Oui, et donc c'est vraiment peut-être un travail au niveau de l'entreprise qui embauche une personne autiste auprès des autres collaborateurs pour justement, comme tu disais, avoir une personne ressource qui va peut-être aider à décoder ou à comprendre certains mécanismes. Oui, puis c'est rassurant aussi. Ils font ça dans les universités, c'est vrai. C'est aussi quelqu'un qui va vous aider à être le lien, qui va vous expliquer, c'est un côté rassurant et puis ça nous montre des choses qu'on ne voit pas forcément aussi. Donc cette personne-là va vous expliquer des choses que vous ne voyez pas. Donc c'est très bien, et puis ça permet pour l'employeur de se dire d'avoir quelqu'un qui vient en renfort, et puis on ne va pas forcément solliciter cette personne-là tout le temps, mais il y aura cette démarche d'expliquer aux autres, oui, il n'est pas à la machine ou elle n'est pas à la machine à café, mais c'est pas grave. À d'autres moments, vous allez pouvoir lui parler, échanger avec. Et lui poser des questions précises. Et lui poser des questions précises, voilà. Puisque tout à l'heure, donc en introduction de notre podcast, qui était, on avait choisi cette question ensemble pour dire, on va la faire de manière ouverte pour montrer que ça peut être plus compliqué de finalement de répondre spontanément, et que toi, tu aurais certainement préféré des questions plus précises, comme si j'aurais pu te dire, Virginie, combien est-ce que tu as d'enfants, est-ce que tu es mariée, et enchaîner un certain nombre de questions, est-ce que tu travailles. Plus les questions sont précises, plus c'est facile d'y répondre pour nous. C'est vrai que si vous êtes en réunion et puis que vous demandez à un autiste de vous lâcher une question ouverte, comment tu vois les 3 prochains mois avec ça, alors là, vous le perdez complètement, quoi. Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Donc une fois qu'on a ces petites clés-là pour travailler ensemble, finalement, et puis quelque part, c'est vrai que ce comportement neuroatypique correspond aussi au neurotypique. C'est-à-dire que faire des questions plus précises, c'est aussi intéressant. Enfin voilà, après, les neuroatypiques ont quand même beaucoup de choses à apporter. Je pense qu'on peut partager beaucoup de choses et échanger beaucoup de choses. Et tout à l'heure, toi, tu nous disais que quand tu as appris ton autisme, que tu as fait du lien aussi en disant c'est un handicap, j'ai 38 ans, j'apprends ça fait beaucoup. Et l'entourage professionnel, comment réagit-il quand tu expliques ? Eh bien, très bien. C'est pour ça que j'ai confiance en l'humain. En fait, je ne connaissais pas le monde de l'autisme, donc je le découvre. Et puis je décide vraiment, comme mon mari il est à côté de moi, prêt, mes enfants sont au courant, ma famille au courant, je dis
oui, c'est même mon mari, il me disait, mais tu te présentes, tu dis que t'es autiste. Comme ça, il n'y a pas de, oh, bah, elle a l'air distante, elle a l'air froide, ou elle a l'air un peu ailleurs. Non, elle est autiste, ok. Donc au début, je trouvais ça un peu bizarre. Et puis finalement, c'est devenu normal. Bah ouais, je suis autiste, ça fait partie de moi. Donc ça peut aussi être mieux compris par les autres. Et en retour, il a eu raison. Parce qu'effectivement, alors c'est pas forcément bonjour, je suis Virginie, je suis autiste. Mais quand dans la conversation, je finis par le dire, effectivement, là, je vois que les gens ont toujours une connaissance, ils me parlent de quelqu'un qu'ils connaissent de loin ou de près, c'est un sujet qu'ils connaissent quand même un peu, et puis ils sont contents de découvrir quelque chose. C'est-à-dire qu'ils voient, et je leur en parle, et ils se disent, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'appliquer ça même dans leur entreprise. Ils sont très ouverts d'esprit, c'est-à-dire que les gens ne sont pas du tout fermés, ou au contraire, j'ai beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et beaucoup d'intérêt. Et autant dans l'équipe qu'aujourd'hui tu manages, que parmi les clients avec lesquels vous travaillez? Mais en fait, ça n'a rien changé pour mon équipe, parce que finalement, j'étais toujours la même, et puis ils m'avaient toujours vue comme ça. Donc maintenant, c'est vrai que je vais le dire un peu en rigolant, ou des fois, il y a des situations où je vais dire « Ah bah oui, voilà, je suis autiste, je ne l'avais pas vu, ou je n'avais pas pensé. » Mais du coup, j'amène quand même en complément une autre communication. C'est-à-dire avec mes équipes, je ne sais pas, au niveau du management, c'est vrai que du coup, j'ai peut-être plus de créativité, je rentre en communication avec eux un peu d'une manière différente. J'aime pas, je me sens pas à l'aise, moi, dans une réunion avec 10 personnes autour d'une table, attendre mon tour pour parler, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je vais être plus en tête-à-tête, par exemple, à manger avec quelqu'un au restaurant pour échanger dans un autre endroit. Ou alors d'une manière dire plutôt les réunions, on va faire ça sur 2, 3, 4 personnes. Comme ça, je trouve que c'est plus intéressant, il y a plus de dynamique. Et puis on n'attend pas son tour pour parler. Enfin voilà, donc du coup, je change peut-être par des petites choses comme ça les échanges dans l'entreprise. Ouais, et ce que tu viens de nous citer, c'est un bel exemple de ce que tu disais tout à l'heure, de ces qualités de créativité et d'empathie. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que manager, aujourd'hui, cette créativité, cette empathie te permettent d'oser ces façons de faire en réunion. Mais c'est ça, du coup, j'ai moins de culpabilité peut-être à dire « tiens, j'applique ça ». Je me permets un petit peu le luxe d'être un petit peu hors norme. Je dis « ok, je suis hors norme ». Et donc j'applique quelque chose d'hors norme dans ma façon d'être avec les autres, toujours dans la bienveillance, parce qu'il faut que ça leur apporte quelque chose, pas pour me faire plaisir, c'est vraiment pour qu'il y ait un échange entre nous. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, que finalement ce que j'applique, parce que moi ça me convient peut-être aussi, c'est que ça va bien aussi aux neurotypiques, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas forcément de handicap, de se dire finalement des petites réunions comme ça à 3-4 personnes, plutôt même sur des chaises hautes, pourquoi toujours des chaises basses sur une table où il faut se regarder face à face, petite chaise haute, on est un petit peu détendu, pas forcément hyper droit, enfin voilà, finalement c'est ma façon de manager n'est pas si atypique que ça pour moi, c'est-à-dire que ça devrait être un peu la norme partout. C'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile, je trouve, d'échanger comme ça. Et alors, ça m'amène peut-être dans les dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vraiment envie de partager avec des personnes qui s'intéressent justement à l'autisme au travail? Voilà, je te laisse... Alors aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup d'informations sur Internet. On peut trouver beaucoup de podcasts, de gens justement qui commencent à en parler, donc des autistes qui font même des conférences, donc il y a quelques noms qui sont assez connus. Donc là, c'est quand même intéressant parce qu'ils donnent un point de vue assez clair sur l'autisme. Et puis, effectivement, rechercher, se former un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas en fait d'une minorité. C'est-à-dire que quand bien même on s'intéresse, il faut s'intéresser aux minorités, c'est quand même un problème que les managers, à mon avis, vont rencontrer à un certain moment de leur vie. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, on va avoir quelqu'un d'autiste dans son équipe. Il faudra quand même savoir gérer cette personnalité, comme on s'intéresse à diriger d'autres personnes. Il faut le prendre en compte, il faut s'en intéresser. Ça prend pas des heures, je pense, à se former à l'autisme. C'est juste un handicap sur lequel on peut apprendre des choses. Et au final, quand on voit qu'il y a des outils assez faciles à mettre en place dans le monde du travail, ça laisse
aussi la porte ouverte d'embaucher des autistes, et pour les autistes d'avoir une possibilité d'emploi. Donc ça va forcément changer dans les entretiens, mais en même temps, est-ce que les entretiens qu'on passe aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 10 ans ? Je pense pas. Donc moi-même, je passe des entretiens pour recruter dans mon entreprise. Donc je sens que les gens n'ont plus les mêmes questions, les mêmes besoins. Et c'est quand même une bonne évolution. Finalement, cette petite chose-là, elle va dans le sens du courant actuel, c'est-à-dire plus d'humanité, plus d'ouverture, ne pas se cantonner à un échange froid avec le candidat, le recruteur. Voilà, on attend d'autres choses, et je pense que l'autisme, ça suit le courant en fait. Oui, et je me souviens d'une anecdote que tu m'avais racontée sur le fait de savoir que vous pouvez attendre autre chose en tant qu'autiste. Tu m'avais dit, mais en plus l'autiste, c'est celui qui veut le bureau que personne ne veut, qui est au fond du couloir. C'est vrai que c'est le petit placard, finalement c'est là où on se sentirait le mieux. Donc voilà, en plus il y a un petit bureau d'ouvert pour ça, c'est très bien. Non, mais parce que c'est vrai qu'en plus, je pense pas qu'on soit exigeant en matière de bien-être dans l'entreprise. Hein. On est content, je pense que c'est vraiment des petits outils à mettre en place, et une bonne formation, une bonne connaissance de l'autisme pour pouvoir accueillir... Ouais, c'est vraiment, en tout cas, de nos échanges, c'est ce qui m'a, moi, le plus marqué, puisque j'ai beaucoup appris avec toi, et je te remercie, c'est comprendre qu'en réalité, quand on a un collaborateur autiste, il va avoir besoin de moments pour lui, qui peuvent être juste quelques minutes, justement dans son bureau, qui est peut-être un peu plus isolé, qui lui permet de se ressourcer. Tu m'avais fait part aussi du fait de mettre un casque sur les oreilles pour se couper du bruit, mais même pendant simplement quelques minutes, pour s'apaiser et pour revenir, voilà, qui est comme une bouffée d'oxygène. Donc je retiens qu'il y a vraiment des choses à la portée de tous, et que le point de départ de ça, c'est se parler et connaître, en fait, simplement connaître et comprendre les personnes autistes, pour pouvoir ensuite totalement les intégrer à l'équipe, et qu'ils soient une personnalité à part entière dans l'équipe. C'est ça. Et du coup, ne pas avoir ce jugement sur l'atypie, de se dire tiens, il s'isole, ou elle met un casque, ou c'est... Ok, il y aura forcément des moments où le comportement va surprendre, parce que c'est pas ce qui se fait habituellement. Mais c'est pas grave, parce que ça reste quand même des gens qui ont envie de travailler, qui s'investissent, et qui sont très heureux d'être dans leur emploi. Donc c'est important. Je te remercie beaucoup, Virginie, pour cet échange. Merci beaucoup. Je sais que ça te tient à cœur de faire connaître, en tout cas, l'autisme, pour, encore une fois, plus on connaît, mieux on est ensemble. Et donc, j'espère, par ce podcast, que les personnes qui l'écouteront comprendront mieux, et auront envie de connaître encore mieux. C'est très gentil. Merci beaucoup, Laetitia. Merci.